Shalom à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Alors, pourquoi les explorateurs, entendez ceux que Josué a envoyés en terre de Canaan, ont finalement failli à leur mission? Naturellement, l'envoi d'une douzaine d'hommes, représentant en quelque sorte l'élite d'Israël, ne doit ici rien au hasard. Contrairement d'ailleurs aux idées reçues, il ne s'agit pas là d'une mission militaire, d'une mission d'espionnage, mais bien plutôt d'une reconnaissance du pays de la promesse, du pays qui finalement appartient à Dieu, le symbole même d'une espérance alimentée, ce depuis déjà l'époque des patriarches. Alors, autant dire que les princes d'Israël qui sont ici envoyés dans cette mission d'exploration devaient non seulement pouvoir brosser un tableau extraordinaire, n'est-ce pas, du projet de Dieu pour son peuple, mais aussi, de par leur titre et leur autorité, encourager le peuple à monter vers le pays, un pays sublimé de la promesse et s'y préparer à tout point de vue. Or, à leur retour, le rapport de ces hommes est en fait plutôt contrasté. Mais commençons par le début en lisant le chapitre 13 à partir du verset 1 du livre des Nombres. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Voilà donc ces princes d'Israël partis pour aller reconnaître finalement le pays, un pays qu'ils n'ont jamais foulé en réalité. Et ils ne tardent pas, au bout de quelques semaines, à revenir vers Moïse et Aaron pour faire leur rapport. Ces hommes ont exploré le pays en relevant tout ce qui pouvait finalement illustrer la promesse divine d'une contrée où coule le lait et le miel. Alors, au passage, ils ont aussi dû s'interroger sur leur itinéraire, bien sûr, et le sens de leur périple. Car en fin de compte, tout n'est pas si évident, si clair que cela dans cette affaire. En effet, j'imagine d'ailleurs aisément les explorateurs ensemble hésiter dans leur interprétation de ce qu'ils finissent par découvrir dans le pays. Et à ce propos, je note au verset 22 une petite nuance, pas forcément perceptible d'ailleurs dans nos traductions. En effet, nous apprenons en général que les explorateurs sont montés depuis le midi, donc depuis le sud, puis ils se sont rendus vers Hébron. Or en hébreu, le verbe n'est pas ici au pluriel, mais au singulier. Comme si à cet endroit, eh bien, les hommes s'étaient en quelque sorte séparés. Un seul se serait alors dirigé vers Hébron, tandis que les autres auraient pris un autre chemin. Une hypothèse en tout cas. En l'occurrence, peut-être bien que Caleb, qui sera mentionné plus loin, auquel plus tard d'ailleurs cette terre sera attribuée, celle d'Hébron, s'est peut-être là aventuré dans cette direction, tandis que les autres auraient pris un autre chemin. C'est là ce qu'on pourrait supposer, en tout cas, d'après la lecture de Josué au chapitre 14. En tout cas, à ce stade, tous les scénarios sont peut-être possibles, notamment que les explorateurs, en fait, n'aient pas tous perçu leur mission de la même manière. N'était-il pas légitime pour Caleb, peut-être en tout cas pour lui, de mesurer la sainteté du pays en se rendant directement au caveau des patriarches, peut-être pour y rencontrer Dieu, ou en tout cas l'interroger sur le sens de leur mission. Les autres explorateurs, en tout cas, ne semblent pas vouloir le suivre dans cette possibilité. Et à leur retour, le rapport des uns et des autres est en fait à la fois criant de vérité, mais tous n'en tirent pas les mêmes conclusions. Lisons à ce propos. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Et ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent aussi les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse.
Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et donc à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens, eux, habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors, bien sûr, là, la terre est présentée comme étant riche de plein de produits. Il montre là, bien sûr, cette fameuse grappe assez importante et les autres fruits, témoignage finalement de leur exploration, de leur périple. Sauf qu'ils ont aussi vu des peuples idolâtres, puissants et même de très haute taille. La terre de la promesse est donc loin d'être un paradis de sainteté. Et au-delà de l'hostilité certaine de ces peuples qui occupent la terre de Canaan, il est clair que ce sont aussi des peuples débauchés dont la cohabitation est effectivement inenvisageable. Alors, ce qui était pour les princes une terre avant tout à convoiter, devient soudainement à leurs yeux plutôt un enfer, un marché de dupes avec leur Dieu. Alors évidemment, bien plus que l'impossibilité matérielle de conquérir ces nations nombreuses et puissantes, à leurs yeux trop puissantes d'ailleurs, ils voient dans ce pays une terre qui dévore littéralement ses habitants, au verset 32. Au lieu d'être un pays qui doit les nourrir, ils voient un pays qui va littéralement les manger. Évidemment, l'usage de ce vocabulaire témoigne du côté finalement très terre à terre, et même, on peut dire, charnel de ces hommes qui sont pourtant des princes d'Israël. Ils ne relient pas les terres explorées à la promesse divine et aux moyens susceptibles d'être déployés par leur Dieu pour purifier le pays de tous ces occupants idolâtres. Non, ces princes d'Israël finissent par décourager le peuple qui murmure contre Moïse et qui finalement vont aussi murmurer contre Dieu. Là est sans doute la principale faillite de tous ces explorateurs partis dans le pays de Canaan. En définitive, cet épisode est souvent considéré d'ailleurs par beaucoup comme l'une de ces nombreuses rébellions du peuple d'Israël contre Dieu. Rébellion qui, hélas, jalonne le parcours initiatique d'Israël dans le désert. Sauf que pour les Chachamim, les sages d'Israël, qui ont traditionnellement fait coïncider cet événement du rapport des explorateurs, en fait, avec le 9 du mois de Av, Tisha B'Av, c'est-à-dire la date du calendrier qui rappelle traditionnellement les destructions successives du temple, d'abord en 586 avant notre ère, et puis, bien sûr, en 70. Autant dire que ce récit, pour les Chachamim, est loin d'être aussi anodin, et il est au contraire riche d'une grande signification. Comme on en fera d'ailleurs le constat plus loin, ce rapport des princes d'Israël traduit de leur part un rejet finalement du projet spirituel de Dieu pour eux, pour le peuple. Les Israélites sont donc prompts à regretter les oignons et autres légumes qu'ils mangeaient en Égypte, comme cela est mentionné par ailleurs, et ils ne voient finalement dans la terre de Canaan peut-être qu'une simple alternative de plus pour aller y vivre de façon prospère. Ils ne voient pas dans la terre de la promesse, celle de Canaan, promesse faite aux patriarches, un reflet spirituel du projet divin pour eux. Une terre qui, in fine, appartient évidemment à Dieu. Or, pour les sages d'Israël, le rapport de la terre au passé et au témoignage des ancêtres est d'une importance capitale. Il est avant tout le lieu de la promesse faite à Abraham, et même celle de l'alliance faite avec sa descendance, c'est-à-dire eux-mêmes. C'est la foi en conformité avec celle d'Abraham, leur patriarche, qui doit mener le peuple vers la destination finale qui est Canaan.
Alors, évidemment, pour nous qui vivons des années de ces événements, quel rapport entretenons-nous avec la terre, celle que nous foulons et pas nécessairement celle d'Israël d'ailleurs? Car finalement, nous sommes nous aussi des résidents temporaires sur cette terre. Et il est vital même, je dirais, que nous percevions comme essentiel de d'abord nous préparer à notre vie, préparer toute notre vie à ce qui a une portée plus éternelle, plutôt que de s'attacher à ce qui est sur la terre. Comme le précise d'ailleurs à sa manière l'auteur de la lettre aux Hébreux quand il dit ceci: c'est selon la foi que tous ceux-là sont morts. Il mentionnait ici tous les témoins du passé, sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient des étrangers résidant temporaires sur la terre. On trouve cela dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 13. Alors, bien sûr, notre rapport à la terre, voilà peut-être bien qui alimentera nos conversations lors de notre dîner de Shabbat ce soir. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.